Du coup, bonjour à tous, bienvenue pour ce focus rebond, donc sur un sujet clé, on va dire. L'entrepreneuriat ou la reprise après 50 ans, des leviers concrets à activer. Donc, je vous rappelle un petit peu l'objectif du focus rebond, c'est tout simplement permettre aux chefs d'entreprise, porteurs de projets, de partager des expériences, des outils et des leviers concrets pour faire face à un environnement incertain et de plus en plus incertain. Aujourd'hui, nous avons avec nous donc Linda Labidi, qui est rédactrice en chef de Be a Boss et fondatrice également de la box Les Vieux Schnock, qui est dédiée à la reconversion des seniors dans l'entrepreneuriat. Donc, Linda, peut-être je vous laisse vous présenter en quelques mots et après on pourra commencer sur le sujet qui nous intéresse. Bonjour Anne, je suis ravie d'être là. Merci de me laisser la parole sur ce sujet qui me tient à cœur. Bonjour à tous. Alors moi, effectivement, je suis rédactrice en chef d'un beau magazine qui s'appelle Be a Boss et pour les anciens, pour le coup, qui s'appelait Chef d'entreprise à l'époque. Et donc, on adresse tous ces sujets qui sont l'entrepreneuriat, l'emploi. Et c'est précisément parce que je suis au cœur de cet écosystème que j'ai constaté des choses qui m'ont fait hérisser le poil et c'est pour ça que je me suis intéressée à ce segment, à ces personnes que je considère exclues aujourd'hui du monde du travail et on va en parler tout au long de ce webinaire. Ah, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Donc, peut-être déjà, on peut remettre, on va dire, un petit peu en contexte dans une première partie sur pourquoi entreprendre ou reprendre une entreprise après 50 ans. On peut peut-être voir quelques données. Je ne sais pas si vous avez peut-être quelques données sur l'emploi ou l'entrepreneuriat des ce qu'on appelle seniors. Euh, voilà, je vous laisse. Oui, on peut faire un état des lieux. Déjà, statistiquement, si on parle d'emploi, on a 58% des seniors qui sont en activité aujourd'hui en France. On est contre 70% sur l'Allemagne et la Suède, hein, ce sont les chiffres de l'OCDE, donc on a quand même un petit retard là-dessus. Si on parle finalement de chômage, on a constaté en France qu'un senior, alors à partir de quand on est senior, c'est un peu la question aujourd'hui. Il y a 4-5 ans, c'était 50 ans, aujourd'hui c'est à partir de 45 ans. On a constaté qu'un senior mettait 600 jours à retrouver du travail contre 400 jours pour un profil junior. Et ça, c'est dans le cas où il retrouve du travail. Parce que si on prend le sujet du CV, encore une fois, statistiquement, on est sur 2 à 3 fois moins de réponses sur des profils de 50 plus lorsqu'on adresse un CV au sein d'une grande entreprise. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet, il est même plus idéologique, il est statistique. Factuellement, on a un sujet avec nos seniors en France. Merci beaucoup pour cette remise, on va dire, en contexte. Ah, j'accueille à nouveau des participants. Euh, du coup, est-ce qu'on peut voir un peu quelles pourraient être les principales motivations des seniors donc, qui se lancent ou qui se relancent dans l'entrepreneuriat, évidemment, d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'il y a des motivations spécifiques au-delà de la difficulté de trouver un emploi ou autre? Oui, alors moi je vais parler de ce que je constate sur le terrain avec les vieux schnock, avec la communauté qu'on accompagne. On a deux volets. On va avoir effectivement les seniors qui ont la chance de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat par envie. Parce qu'ils arrivent à un stade de vie où ils ont déjà tout accompli, ils ont été heureux, ils ont payé la maison, les enfants sont grands, ils ont la possibilité de faire un exit intéressant, de négocier une belle rupture conventionnelle. Donc ça se fait main dans la main avec la direction, on part avec un beau chèque, et puis on s'offre le food truck. Alors là, je caricature, mais vous avez un petit peu compris l'idée. On se fait plaisir, et puis on crée son fameux projet métier passion pour la dernière partie de vie. La majorité d'entre eux, ça se passe différemment puisqu'on va être dans des contextes de seniors qui vont être poussés vers la sortie, directement ou indirectement. Là-dessus, on a deux volets. On va avoir ceux qu'on va mettre dans les placards avec des RH qui nous l'ont dit en off, à partir de 50 ans, on les contraint à geler les augmentations, à geler les perspectives d'évolution, ce qui fait que bah, forcément, comme vous ne voyez pas finalement l'avenir, vous finissez par vous démotiver, finir en burn-out ou par démissionner.
Et dans des cas un peu plus extrêmes, évidemment, on l'a vu aussi avec des PSE, avec des départs, effectivement, qui sont dans des conditions un peu plus violentes. Donc là, on va avoir effectivement des seniors qui vont se reconvertir par dépit, qui vont voir effectivement leur droit chômage eh ben, se terminer, puisqu'on a raccourci effectivement les droits chômage. Aujourd'hui, on est sur 1 an maximum. Donc forcément, on va avoir deux catégories, ceux qui se reconvertissent par envie et ceux qui se reconvertissent par dépit. Ok. Et du coup, peut-être que vous pouvez nous dire si, bon, s'il y a des secteurs qui peuvent être porteurs, des modèles qui sont peut-être plus adaptés. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça existe? Voilà. Je sais qu'on avait Oui, échangé en amont, donc Oui, totalement. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on constate, effectivement, encore une fois, sur le terrain, c'est que les seniors sont très forts dans les domaines qui sont très précis, très spécialisés. Par exemple, la cybersécurité, avec des expertises hyper pointues, dans tout ce qui va être IT. On constate aussi une dominante dans tout ce qui est B2B. Ce sont des généralités. Après, il y a forcément toujours des oui, oui, exceptions. bien sûr. Mais globalement, effectivement, ce sont toujours des expertises hyper pointues, hyper recherchées. Bah forcément, quand vous avez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une entreprise, vous avez affûté finalement votre couteau. Et donc, vous avez quelque chose de précieux à apporter finalement à l'économie. Et c'est pour ça d'ailleurs que certaines entreprises continuent d'embaucher indirectement des seniors, mais sous le statut de consultants plus agiles, moins d'engagement, moins coûteux, etc. Parce qu'ils vont aller rechercher exactement la bonne compétence au bon moment donc, on va être plutôt sur des domaines B2B. Là où ils vont être moins bons, c'est sur tous les domaines liés aux effets de mode. Alors évidemment, dans les effets de mode, on peut mettre les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous dites à un senior, quelle est la dernière trend sur les réseaux sociaux, il y a de grandes chances qu'il vous dise, je ne sais même pas ce que c'est qu'une trend. Voilà. Donc, c'est une réalité. Maintenant, moi, ce que je dis aux recruteurs, c'est que une formation d'1 mois et c'est plié. Enfin, voilà. Enfin, c'est un sujet sans en être un. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement être au fait de tout, au même titre qu'un junior ne peut pas être au fait de tout. Et l'idée, c'est pas d'opposer non plus les générations, mais effectivement, il y a des domaines où ils sont moins percutants, c'est tout, voilà, tout ce qui est fait de mode, mais par contre, ils ont une vraie valeur ajoutée sur tout ce qui est B2B. Et j'ajouterais aussi dans le domaine de la franchise. La franchise est hyper recherchée par les seniors. Pourquoi? Parce que on n'a pas tous le tempérament et le profil pour être entrepreneur. Tout le monde n'a pas vocation et ne peut pas aussi avoir la carrure d'un entrepreneur, c'est des responsabilités. Tout le monde n'a pas l'agilité, le mindset pour gérer un paquebot ou moi-même manager des personnes. Donc la franchise, en ce sens, c'est hyper intéressant parce que elle permet de garder un cadre qui ressemble sensiblement à celui du salarié en entreprise, puisque vous êtes drivé, vous êtes épaulé, vous avez des gens autour de vous. Mais de l'autre côté, vous êtes entrepreneur à votre compte. Donc, c'est les avantages de l'entrepreneuriat sans les inconvénients. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Oui, donc c'est un point en effet intéressant parce que bon, on pense pas forcément à la franchise, qu'on Oui, soit déjà entrepreneur ou qu'on soit salarié et qu'on veuille changer voilà, oui, d'optique. Il y a également la reprise qui peut être oui. pertinente, puisque beaucoup pensent à la création, allez, je me lance, voilà. La reprise peut être un levier. Enfin, qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Qu'est-ce que vous en pensez également? La reprise d'entreprise, c'est un vrai sujet. J'ai fait pas mal d'émissions là-dessus, notamment avec le CRA, c'est dans les repreneurs d'entreprise. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, en France, on se retrouve avec des entreprises qui ferment, qui disparaissent, faute de repreneurs. Et ça, aujourd'hui, c'est inacceptable en 2025, en 2026, quand on sait le nombre de personnes qui cherchent du travail. Euh, le sujet de la reprise, il est double. On a les avantages et les inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients, évidemment, de la reprise, c'est l'aspect financier. Tout le monde n'a pas les moyens de reprendre une entreprise. Il faut pouvoir se faire financer une reprise d'entreprise. Il faut être assez lucide là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le frein numéro 1. Et le deuxième frein, je l'ai évoqué un petit peu partiellement tout à l'heure, c'est vraiment aussi la partie mindset. Est-ce que tout le monde a les épaules pour reprendre une entreprise de 50 salariés, 10 salariés, 20 salariés? Je suis pas sûre que tout le monde en ait l'envie aussi. Donc, il y a ces deux volets qui sont pour moi les aspects négatifs. Après, les avantages de la reprise, parce que c'est formidable de reprendre une entreprise. Les avantages de la reprise, c'est que vous arrivez au sein d'une entreprise où le marché a déjà été testé, approuvé,
où vous avez déjà un business model qui a été testé, où vous avez un business plan que vous avez déjà déroulé. On n'est pas sur du factuel au doigt mouillé. On a quelque chose de tangible. Vous avez des collaborateurs qui sont déjà là. C'est quand même le seul modèle où quand vous arrivez, vous avez déjà un salaire, quand ça se passe bien évidemment, on ne parle pas d'une reprise d'une société en difficulté, où vous avez quand même votre salaire dès le premier mois d'activité. Donc ça, ce sont des avantages considérables lorsqu'on reprend une entreprise. Personnellement, si j'avais le choix, j'aurais repris une entreprise si j'en avais les moyens. Parce que très concrètement, vous arrivez dans un écosystème qui est déjà, encore une fois, établi. Et puis c'est là où on s'éclate le plus parce que la création, c'est génial parce qu'il y a le côté créatif, etc. C'est une question de personnalité finalement. Et la reprise, je pense que pour la dernière partie de vie, on a moins envie de stress, on a moins envie de s'enquiquiner, on a envie de plus peut-être de liberté, de profiter enfin un peu de la vie, etc. Donc c'est le bon compromis entre je suis libre parce que je gère mon entreprise, mais j'ai pas les challenges de voilà comment me rémunérer, comment je vais payer mes salariés à la fin du mois. Enfin c'est moins, on va dire que c'est moins, oui c'est moins les sujets sur la reprise d'entreprise. Et du coup, là, on va vraiment attaquer la partie qui intéresse, j'imagine, beaucoup des personnes qui se sont connectées et celles qui écouteront également le replay. C'est la partie un peu lever les freins. Euh, comment, quand on est senior, alors bon, je vais bientôt faire partie des seniors puisque ça rajeunit de plus en plus vite. Mais c'est pas grave, Comment, Anne. comment aborder les financeurs ou partenaires en fait quand on est senior? Est-ce qu'il y a une technique spécifique? Est-ce qu'il y a une approche différente? Peut-être s'appuyer sur l'expérience, le réseau, je sais pas. C'est une très bonne question. Là où je rassure souvent les seniors, c'est que pour le coup, ça devient un atout d'être un senior quand on va aller chercher des financements. Pourquoi? Nous, on est sur un magazine, par exemple, que je pilote, qui s'adresse aux entrepreneurs et on a beaucoup, effectivement, d'interviews, de prises de parole avec des investisseurs. Un investisseur, c'est quelqu'un de très factuel. C'est quelqu'un qui va mettre une mise, qui va vouloir récupérer au bout de 4, 7, 9 ans. En général, hein, c'est 4 ans, 5 ans, 7 ans, allez, rarement 9 ans. Mais on va dire que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne en général. Donc quand vous arrivez avec un projet qui est clair, qui est plutôt bien construit, avec un CV, avec une expérience, avec un réseau, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure chez les seniors, avec quelque chose avec un objectif clair. Encore une fois, c'est la clarté qui va être hyper importante pour l'investisseur. D'où on va, vers où on va, comment on y va, quel coût et qu'est-ce que je récupère au bout de 4, 5, 7 ans. À partir du moment où vous avez toutes ces cases qui sont cochées, c'est très très simple de convaincre un investisseur parce que finalement, il a besoin d'être assuré. Je vais vous donner une anecdote. Aux États-Unis, j'ai entendu dire qu'il y avait des investisseurs qui ne misaient que sur des entrepreneurs ayant déjà échoué ou expérimenté des choses. Parce que pour eux, c'est très rassurant de pouvoir se dire, bah, je vais miser sur quelqu'un qui a déjà connu peut-être des échecs, qui a déjà connu des allers-retours dans des entreprises, qui a déjà connu peut-être des dépôts de bilan. Émotionnellement, c'est une stabilité qui sert quand on drive une entreprise. Encore une fois, je ne veux pas opposer jeunesse et seniorité, c'est pas le sujet, parce qu'il y a aussi énormément d'avantages à être jeune. Mais je dis par là que moi-même, si j'étais investisseur, mille fois, je vais préférer investir sur un profil effectivement qui est senior, qui est rassurant, qui est stable financièrement, émotionnellement, qui va m'emmener d'un point A à un point B. Et je vais savoir de façon très concrète combien je vais pouvoir récupérer au bout de 7 ans, 9 ans. Donc allez-y, si vous avez effectivement des projets à vous faire financer, passez par les business angels. Là, je dévie un peu du sujet, mais c'est important. Ne commencez pas par tout ce qui est prêt bancaire. Le prêt bancaire, vous avez des cautions personnelles et si vous échouez, vous avez l'obligation de rembourser jusqu'au dernier centime, effectivement, votre mise. Ce qui est totalement réglo, hein. Je tape pas sur les banquiers. Je dis juste qu'il y a une deuxième manière de faire qui est de passer par des investisseurs qui, eux, connaissent très bien les règles du jeu. Ils vont investir sur 20, 30, 50 personnes. Ils savent que dans le lot, ils vont avoir 10% de pertes, mais dans l'ensemble, ils restent gagnants. Déjà parce qu'ils font de la défiscalisation, donc il y a un intérêt effectivement fiscal pour eux. Et secondo, pour le senior, le risque, il est largement mesuré, puisque si vous échouez, malheureusement ça peut arriver, ça fait partie des statistiques, même si on le souhaite à personne, eh bien vous ne devez rien à l'investisseur, ça fait partie du game, comme on dit, et voilà, et parfois il y en a même qui sont prêts à remiser sur vous sur un autre projet.
Donc oui, allez-y avec beaucoup de clarté, beaucoup d'assurance. Plus vous êtes sûr de vous, plus ça va les rassurer. Et commencez déjà par les levées de fonds. Et ensuite, si vous avez envie de grossir, c'est au moment de la croissance que là, vous pourrez utiliser le levier du prêt bancaire, puisque vous avez déjà quelque chose, un modèle qui a été approuvé. Vous allez peut-être avoir vos premiers clients et ce sera plus intéressant d'utiliser le financement dans ce sens-là. Alors, on a déjà quelques petits messages dans le chat. Donc, Michel, qui a repris une entreprise en 2017, qui a dû céder en 2024 à la barre du tribunal et qui complète en disant que c'est difficile de se repositionner à 59 ans et de revenir salarié après avoir été patron. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, en tout cas moi, de mon Mm, côté, à travers différentes personnes. Et comme il le souligne, en France, on est souvent marqué de loser. Donc c'est vrai quelque chose c'est une thématique qu'on avait abordée d'ailleurs lors de la première journée nationale du rebond. C'est volontairement provocateur pour casser un peu cette image que peuvent avoir les entrepreneurs quand ils traversent des difficultés. Les hauts et les bas font partie de l'entrepreneuriat. bien Le sûr. tout est de capitaliser sur l'expérience, qu'elle soit l'expérience d'un senior ou l'expérience à travers des difficultés, d'aller de l'avant et complètement de s'en servir comme un levier de croissance. Donc, on a parlé vous avez parlé d'investisseurs, etc. Est-ce que vous avez peut-être des pistes spécifiques, comment, des réseaux de business angels ou autres qui s'intéressent en particulier en France, en tout cas, à ce qu'on appelle la catégorie des seniors ou pas? Il n'y a peut-être pas ce type de réseau en France. Alors, il n'y a pas spécifiquement ce type de réseau en France. On peut avoir, par exemple, des réseaux dédiés aux femmes entrepreneurs, mais on n'a pas de réseau spécifiquement dédié aux seniors. Pourquoi? Parce que, en fait, les fonds sont plutôt spécialisés par domaine. Des fonds qui vont être spécialisés medtech, fintech, agro, vous voyez, c'est plutôt par secteur et pour des raisons très simples, puisque on va retrouver des catégories d'investisseurs qui ont même réussi dans ce domaine-là et qui vont vouloir ensuite investir leur argent dans un domaine qu'ils connaissent très bien. Euh, donc, euh, donc, ne cherchez pas votre fonds d'investissement. Enfin, vous trouverez pas de fonds d'investissement spécifiquement dédié aux seniors. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Euh, mais plutôt le fonds d'investissement qui vous ressemble effectivement le mieux. Vous aurez plus de facilité. Si vous allez, par exemple, si vous avez, je veux dire, si vous faites de l'agroalimentaire, bah forcément, vous serez davantage écouté, entendu, compris si vous allez voir des investisseurs qui ont réussi dans ce domaine-là, sans surprise. Voilà, c'est plutôt ça. Après, pour les femmes seniors, effectivement, elles ont l'avantage, on peut le souligner, d'avoir des réseaux spécifiquement dédiés aux femmes entrepreneurs. Alors, c'est pas injuste, au contraire, c'est pour contrebalancer l'injustice des femmes qui se font moins financer en France. Donc, effectivement, là, elles peuvent trouver un levier, déjà une communauté de femmes business angels qui vont les porter, et pas uniquement financièrement, en termes de conseils aussi, d'expertise, de réseau. Mais là, effectivement, j'encourage les femmes à aller, à se tourner vers ce type de réseau. Elles seront davantage soutenues. Et en termes d'aide, donc c'est vrai que le côté financier quand même peut vraiment être un très gros frein selon le projet, si on veut reprendre un fonds de commerce ou autre. Mm. Est-ce qu'il y a des aides concrètes, spécifiques pour entreprendre j'allais dire 50 ans et plus, mais tout à l'heure on disait 45 ans et plus. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose peut-être porté par un organisme spécifique? Alors, il y a énormément d'aides. Il y en a tellement que je ne peux pas toutes les lister ici. Vous avez un site internet qui s'appelle AIDS, qui permet de sourcer et référencer effectivement les aides aujourd'hui. Avec ChatGPT, vous avez la possibilité aujourd'hui de demander effectivement le sourcing des aides selon certains critères spécifiques. Aujourd'hui, il y a énormément d'aides. C'est compliqué de les lister parce que ça dépend de beaucoup de choses. Au même titre que les aides à titre perso, ça dépend de votre âge, de votre situation. Est-ce que vous êtes au chômage? Est-ce que vous n'êtes pas au chômage? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous n'avez pas des enfants? Est-ce que vous avez déclenché la retraite? Est-ce que vous n'avez pas déclenché la retraite? Donc, en Certaines fait, moi, peut-être aussi en fonction des régions aussi, des communes ou exactement, autres. des régions et même du secteur dans lequel vous entreprenez aussi. Vous voyez, typiquement, on a quelqu'un qu'on accompagne aujourd'hui, elle veut se reconvertir dans l'IA. Bah forcément, aujourd'hui, on déroule le tapis rouge. Il y a énormément de formations. Elles sont coûteuses, mais tout le monde n'y a pas droit. Donc, il y a toujours des subtilités. Donc, je pense qu'il faut vraiment se renseigner en fonction de son profil, de son âge, de sa situation professionnelle, de ce qu'on veut.
Moi, en général, je conseille aussi aux personnes d'aller faire déjà un audit au niveau de la retraite. Les gens n'y pensent pas, mais beaucoup ne savent pas combien ils vont toucher à l'âge de la retraite. Moi, je parle par exemple des 45, hein, qui ne sont pas encore partis à la retraite, des 50, etc. Pourquoi? Parce qu'avant d'entreprendre, vous avez besoin de calculer combien vous avez besoin de vivre lorsque vous serez à la retraite. Quel est le complément qui vous permettra effectivement d'atteindre le point mort pour être plutôt serein financièrement, émotionnellement. Donc déjà, faites un point avec des agents spécialisés, on en a, on en connaît au besoin, spécialisé dans tout ce qui est effectivement un point retraite, hein, je ne sais pas comment on appelle ça. Ça vous permet déjà d'avoir une cartographie de ce que sera votre vie dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Une fois que vous avez ce détail, vous saurez en fait un petit peu jauger quel est le type d'activité qui va vous convenir dans quelques années, combien ça va rapporter, combien de temps vous avez besoin pour lancer cette activité, parce que il y a parfois des personnes qui viennent nous voir hyper enthousiastes avec des super projets, mais des projets hyper tech qui mettent, pour qui ça, enfin, qui nécessitent 2 à 3 ans de R&D, par exemple. Est-ce que tu as la possibilité de vivre pendant 2, 3 ans sans forcément toucher de revenus? Donc, c'est hyper important de faire déjà une espèce d'audit retraite, de calculer son besoin et de partir du besoin pour aller ensuite chercher les aides. Se dire, bon, bah, ok, je vais toucher 2000 euros à la retraite, 1500, 1200, peu importe. Il va me manquer 700 euros. Quelle activité, factuellement parlant, euh, pourrait convenir pour que je puisse effectivement compléter ces 700 euros? Comment j'y arrive? Combien j'ai de côté, etc., etc. Donc, ça va dépendre de tous ces paramètres. On ne peut pas donner une aide pour tous les seniors, c'est impossible. Du coup, juste pour redire le site où il y a pas mal d'aides qui sont recensées, c'est les-aides.fr, c'est celui-là? Oui, il me semble que c'est celui-là, oui. Hop, Les je vais aides, le mettre dans aides. le chat. Comme ça, s'il y a des personnes Oui, voilà, qui ont c'est celui-là. besoin, elles Les peuvent aides, aller les chercher aides. en fonction, comme vous disiez, de la situation. Je vois qu'il y a même, on peut même renseigner à partir de son numéro de SIRET ou de sirène. Donc C'est hyper voilà, pratique. si C'est ça peut hyper être pratique. utile à certains. Et du coup, tout à l'heure, vous avez évoqué également les réseaux. Je vois que dans le chat également, ça parle de réseaux. Comment éviter justement de rester seul dans une démarche, que ce soit la reprise d'une entreprise, la création, Mhm. voire la franchise, hein, évidemment, comme vous parliez tout à l'heure. Bon, évidemment, il y a les rebondisseurs qui restent un réseau très très large. Formidable, Et les partenaires des voilà, dont rebondisseurs, c'est pas l'idée pour est rien. d'aller, voilà, de partager les expériences, etc., pour bah, favoriser la croissance, etc., et le développement. Peut-être vous pouvez nous aiguiller sur d'autres réseaux peut-être plus spécifiques, moins vastes, on va dire. Non, bah après, bah forcément, je vais prêcher pour ma paroisse. Je vais parler des vieux schnock. Non, il y a énormément de réseaux. Il y a Chance qui est dédié à la reconversion. Il y a des confrères qui font des choses formidables. Mais tout dépend où on veut aller et comment on veut être accompagné. Nous, chez les vieux schnock, on a fait le choix. Alors, il y a la boxe, mais la boxe, c'est le côté un peu ludique de l'accompagnement. En parallèle, on fait des accompagnements personnalisés et sur mesure pour chaque senior. Parce que je considère que, contrairement à d'autres qui font, par exemple, des offres sur étagère, c'est hyper important de faire des accompagnements personnalisés parce que chaque profil est différent. Chaque profil a des attentes différentes et chaque profil euh, a aussi une manière d'appréhender l'entrepreneuriat et la reconversion différemment. Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a organisé un live tous les mardis qui s'appelle le 13h13, dans lequel on convie les personnes à venir parler, se décharger, communiquer, comme vous le faites aussi ici, Anne, parce que je trouve que c'est important de créer ce lieu d'échange. Les gens ont besoin finalement de communiquer et en fait, ce qu'on nous confie parfois en off, c'est qu'on ne peut pas parler de son projet de reconversion à son conjoint, à ses collègues, à sa famille, parce qu'on est un petit peu jugé, pas méchamment, mais les gens s'inquiètent pour vous. Donc parfois, en fait, ça crée une espèce de pression, Et alors un que nouveau quand ils se frein quelque retrouvent, part. comment? Et un nouveau frein quelque part. Et un nouveau frein, voilà, c'est des biais en plus, et je pense que des fois, l'ennemi, et ouais, en fait, la famille veut vous protéger, et en surprotégeant, parfois, on bloque des destins et des chemins. C'est pas malveillant, c'est au contraire, encore une fois, ça part d'une bonne intention, mais euh, ils se retrouvent du coup au sein de ce live avec d'autres personnes qui ont les mêmes profils, les mêmes problématiques. Ils peuvent se décharger, ils les connaissent pas. Ils peuvent parler de tout librement. C'est gratuit et c'est OK et c'est très bien. Et ensuite, s'ils veulent aller plus loin, on crée des audits de 30 minutes gratuits où on peut aller un peu plus creuser la situation de la personne
Et ensuite, en troisième étape, si la personne est OK pour qu'on l'accompagne, on va l'accompagner sur son projet, comment aller du point A, encore une fois, au point B, de la manière la plus rapide et factuelle possible, en prenant en considération combien de temps il lui reste pour le chômage, dans combien de temps elle part, est-ce qu'elle est déjà partie ou pas. Je fais une parenthèse, c'est hyper important de préparer son projet de reconversion avant d'avoir quitté son entreprise. Plus on anticipe et plus eh bien, on favorise ses chances de succès, hein, tout simplement. Alors que quand on a des personnes qui nous contactent à la dernière minute, bah, j'ai quitté ma boîte, j'ai voulu le faire tout seul, je me rends compte que j'y arrive pas, il me reste 3 mois, bah, c'est une course contre la montre. Là, on les récupère dans un état où il faut faire vite, il faut structurer, c'est pas la même approche. Donc, oui, les réseaux est important. Il y en a beaucoup des services d'accompagnement, et après il y a les plus connus, BGE, CCI, etc. Donc il faut que ce soit par nous ou par d'autres, les rebondisseurs évidemment. Il y en a qui Il parlaient faut également du réseau entreprendre aussi. réseau entreprendre dont on parle aussi dans BioBoss. Moi, ce que j'ai toujours aux gens, quel que soit le partenaire que vous choisissez, choisissez quelqu'un qui vous accompagnera. N'y allez pas seul. Faites-vous accompagner. Vraiment, n'y allez pas seul. Alors, je me permets de mettre dans le chat, comme demandé en off, certains, l'adresse donc des vieux schnocks dont vous parliez, avec le 13 13, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous proposez. Euh, J'avais une question aussi, c'était tout simplement, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes à éviter? Alors, si je Euh, peux me permettre, pardon, Anne, est-ce que c'est oui, plutôt possible de mettre la page LinkedIn des Vieux Schnocks? Parce que sur le site, oui, il n'y a je vais la pas. mettre également, il n'y a pas de Oui, souci. parce qu'il n'y a pas tout sur le site. Merci beaucoup. Pas de souci. Oui, donc je vous disais, oui, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes à éviter quand on veut, que ce soit reprendre une entreprise ou Oui, se lancer dans la franchise ou voilà, rebondir, euh, passer l'âge senior, quoi. oui, oui, effectivement, il y a des choses à anticiper. Alors, le premier, je dirais, effectivement, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est vraiment anticiper le plus tôt possible sa reconversion. Vraiment. Si vous êtes dans un job où vous sentez que ça pue un peu, que ça va bientôt être votre tour, ou que vous avez envie vous-même euh, d'envisager autre chose, n'attendez pas d'être au pied du mur pour anticiper votre conversion. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je donnerais. Parce que plus vous l'anticipez, mieux vous partirez dans des conditions plus sereines. Euh, Ensuite, pour celles et ceux qui sont déjà partis ou qui sont déjà entrepreneurs, n'attendez pas que ce soit parfait pour lancer votre activité. Le deuxième écueil qu'on voit, c'est qu'ils ont des projets, ils travaillent dessus à fond pendant des mois, pendant une année, pendant deux, et ils se lancent pas parce que maintenant, mais c'est pas encore parfait. Vraiment, c'est la grosse erreur qu'on constate parce que finalement, en fait, un business, il s'affine sur le terrain en faisant. C'est en étant en contact de l'écosystème, bah, on a un exemple très concret. Au départ, on avait lancé les vieux schnocks en partant du business model de la box et on est en train de pivoter vers les accompagnements personnalisés parce que le marché nous renvoie que on préfère les accompagnements personnalisés alors qu'ils sont plus coûteux plutôt qu'effectivement la box qui vient en soutien. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment sur le terrain que vous allez justement affiner votre activité, votre business. N'attendez pas que ce soit parfait. Vraiment, ça c'est et le point numéro 3, soyez aligné avec qui vous êtes. Encore une fois, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, ou en tous les cas pas de la même manière. Il y en a qui vont être plus à l'aise dans le profil solo-entrepreneur. Je travaille pour moi, je crée mon propre job et c'est OK et ils sont parfaitement bien dans ce format-là. Il y en a d'autres qui sont un peu plus foufou, qui ont besoin d'avoir de l'adrénaline, etc. Et qui vont vouloir avoir du monde autour d'eux, embaucher, etc. C'est un autre stress, embaucher des gens, etc. Mais des gens recherchent ça aussi. Donc soyez en phase avec ce que vous aimez. Faut pas être dans un quelque chose de schizophrène, quoi. C'est je veux lancer une start-up parce que c'est in, parce que c'est à la mode. Mais de l'autre côté, si c'est une charge mentale pour vous de gérer des employés ou de travailler 7 jours sur 7, ne le faites pas. Soyons cohérents, quoi. Ou par exemple, des personnes qui parfois se lancent dans des activités qui nécessitent beaucoup de déplacements, mais qui en parallèle vous disent, bah oui, maintenant, sur la dernière partie de vie, j'ai envie de profiter de ma famille. Oui, mais là, on a une dissonance, là. C'est soit vous voulez profiter de votre famille, soit vous voulez passer votre vie sur la route. Et là, finalement, ils percutent, ah oui, finalement. Donc,
Des fois, sans le faire exprès, on n'est pas toujours cohérent entre ce qu'on veut, ce qu'on peut et ce qu'on fait. Donc, il faut être aligné. Euh, et du coup, là, enfin, je vais aborder d'autres. Comment trouver, en fait, pour ceux qui veulent être dans un cadre, comme on parlait, un peu plus pas sécure, mais déjà structuré, comme la franchise, comment trouver, par exemple, une franchise dans laquelle on puisse s'épanouir? Ou ceux qui veulent reprendre une entreprise. Je sais que nous, au sein de l'association, à travers les différents groupes ou autres, des fois, on a des opportunités. Certains veulent céder leur entreprise, d'autres postent des messages de recherche. Mais comment trouver une entreprise à reprendre au-delà de ces pistes qui existent déjà chez nous? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que le marché de la reprise, je ne sais pas si c'est un constat que vous faites aussi, Anne, c'est vrai que il est difficilement quantifiable dans la mesure où il y a aussi beaucoup d'infos opaques. Enfin, les En gens communiquent pas sous-marin, je dirais. beaucoup. Ouais, c'est normal. Stratégiquement, tout le monde n'a pas envie de communiquer sur le fait qu'il a envie de céder son entreprise, tout, etc. Donc, comment trouver une entreprise à reprendre? Parfois, c'est pas facile. Heureusement que vous existez justement et qu'il y a énormément de relais là-dessus. Euh, je pense qu'il faut beaucoup communiquer sur ce qu'on souhaite et il ne faut pas minimiser le bouche à oreille, surtout sur les réseaux sociaux. Ça vaut aussi quand on veut créer une activité. On se rend compte que quand vous parlez de votre projet ou de votre projet de reprise, ça vous aide ça vous aide déjà à créer un écosystème autour de vous, c'est-à-dire que la personne va se dire, OK, Anne a envie de créer cette entreprise, demain je vais rencontrer quelqu'un dans un salon, ça va me faire tilt, ah oui, ce contact peut convenir à Anne, donc je vais lui en parler. Donc faut pas hésiter à parler de ce qu'on souhaite faire, de ce qu'on a envie de faire, pour que l'écosystème autour de vous puisse un petit peu être vos ambassadeurs un peu partout. Faites-vous des antennes. Voilà. Créer des antennes un peu partout. Dans les commerces, c'est hyper simple. Tout le monde parle avec tout le monde. Parlez avec votre coiffeur, parlez avec votre boucher. Vous avez envie de reprendre un petit commerce. N'hésitez pas à communiquer parce que du coup, les gens vont parler entre eux. Ils vont se dire, ah, mais oui, Martin, il m'a dit qu'il voulait reprendre un petit commerce de fleuriste et tout. Bah, ça tombe bien. L'autre de ville à côté, elle est en train de vendre. Donc ça, il faut pas hésiter. Sur les réseaux sociaux, il faut être connecté à tous les groupes, à tous les comptes qui parlent de reconversion, de cessation d'activité. Il faut adhérer effectivement à des réseaux comme les rebondisseurs, comme vous, etc. Je pense qu'il faut être vraiment encore actif. Je pense que le vrai frein de l'entrepreneur, et je dirais même l'ennemi silencieux de l'entrepreneur, c'est vraiment l'isolement. Plus vous êtes isolé, plus vous êtes déconnecté. Et plus vous êtes dans l'action et dans le réseau, et plus forcément vous avez accès à l'information. Moi, j'ai eu énormément de partenaires qui sont venus uniquement parce que je communique, parce que je fais des podcasts, parce que je fais des webinaires. Les gens me contactent en me disant, bah oui, j'ai entendu dire que tu voulais faire ça, etc. Il se trouve que un tel fait ça, etc. Pour les franchises, bah, on a des réseaux qui sont formidables. Certains sont même connectés aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils allaient se connecter. On a le réseau WeCare, qui sont partenaires des Vieux Schnock, notamment, qui sont spécialisés dans tout ce qui est service à la personne. Bah là, il faut se tourner vers tous les domaines avec lesquels on est à l'aise. Soit naturellement parce qu'on a une appétence, si on a une aisance à être avec les enfants, etc., pourquoi pas. Soit parce qu'on a une expertise dans le domaine. Par contre, ce qu'il est important de savoir quand on prend une franchise, c'est qu'il faut être plutôt assidu. C'est pas une création, c'est-à-dire que vous pouvez pas prendre une franchise en disant bah, je vais repeindre le mur en bleu, etc. Ça me rappelle une conversation que j'avais avec Charles Doman qui nous écoute, qui est ancien vice-président de WeCare. On peut pas venir et tout et vouloir tout changer. C'est des modèles qui ont été approuvés, donc il faut venir écouter, dupliquer et travailler. Si on a un esprit trop créatif, il faut aller faire la création d'entreprise dans ces cas-là. Mais il faut adhérer à des réseaux, il faut vous connecter, il faut pas hésiter à taper à des portes, il faut parler avec ces gens-là. Wicker, ils ont 12 marques de franchise. Donc forcément, sur 12 marques, il y en a peut-être une qui va vous intéresser. Ou... et est-ce que vous êtes plutôt service? Est-ce que vous êtes plutôt commerce? Est-ce que vous avez envie de faire votre métier dans un autre pays? Là aussi, c'est un sujet. Parce que si vous prenez un commerce, vous serez bloqué, quand je dis bloqué, c'est Physiquement, entre oui. parenthèses, dans un seul endroit. Est-ce que vous avez envie d'être digital nomade? Donc, c'est tous ces facteurs qu'il faut prendre en considération aussi avant d'aller chercher un réseau, une franchise ou une entreprise. Ou, voilà. Donc faire un peu le bilan sur
là où on en est, ce qu'on veut, où est-ce qu'on a envie d'aller pour, j'ai envie de dire, les décennies qui restent encore avant la retraite quand même, parce que voilà. Bah Et oui. c'est vrai que donc il y a le réseau au sens large, donc les réseaux sociaux, les réseaux dédiés aux entrepreneurs, il y a aussi, comme le dit alors, c'est Doman, les salons aussi. Donc il parle du salon de la franchise par exemple en mars à Oui, Paris, les talons, mais il y a oui. plein d'autres salons qui existent un petit peu partout en France, puisque Paris, voilà, n'a pas le monopole, mais voilà, je sais en Auvergne-Rhône-Alpes, on a des salons dédiés à différents sujets en région lyonnaise, mais il y en a aussi à Saint-Étienne, il y en a, je crois, si je dis pas de bêtises, à Villefranche-sur-Saône. Nathalie pourra peut-être me confirmer. Enfin voilà, pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, je sais qu'à Bordeaux aussi. Enfin voilà, il faut pas hésiter, bah, tout simplement, à pas rester seul et à sortir au final. Mm. Échanger avec des pairs pour sortir enfin voilà, sortir peut-être pour certains de leur zone de confort. Échanger autre qu'avec l'entourage qui peut être, comme on disait tout à l'heure, parfois bah, bienveillant, mais être un frein parce que non, faut pas y aller, et s'il arrive si, enfin voilà. Euh, du coup, c'est vrai que comme le souligne aussi, alors j'imagine que c'était Charles Doman, pour un senior, il faut déjà s'installer là où on a déjà son réseau personnel et professionnel. C'est vrai que c'est un bon appui. Exactement. Euh, et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter justement à l'activer, comme vous avez dit tout à l'heure, que ce soit pour obtenir peut-être des solutions de financement, peut-être que quelqu'un a un contact dans telle banque ou auprès de tel business angel, ou a déjà vécu telle situation face, je sais pas, voilà, ou a une piste pour une aide spécifique. Faut vraiment pas hésiter à s'appuyer ben, sur tout ça, sur tout ce qui existe. Donc, bah, après, je sais pas, est-ce que vous, en tant que participant, peut-être que certains ont des questions ou Linda, peut-être vous voulez compléter certaines Oui, choses? oui, sur la partie financement, Oui. je voudrais aussi compléter, parce que tout à l'heure on parlait des fonds d'investissement. Faut pas hésiter à contacter, c'est un petit conseil que je vous donne, ça a marché pour moi plus d'une fois, Mhm. parce que j'ai levé deux, trois fois des fonds. Allez contacter les business angels en individuel. Les fonds Alors, d'investissement, c'est-à-dire, comment? faut peut-être expliquer un peu plus en détail. Oui, je vais expliquer. C'est-à-dire les contacter personnellement. En fait, on a deux moyens de contacter les investisseurs. La voie classique, on passe par un fonds d'investissement, on dépose un dossier, et là, on rentre dans des process qui sont très, voilà, c'est des tableaux Excel. Est-ce que vous correspondez pas? On vous rappelle, on vous rappelle pas. Et puis après, c'est le process classique. Vous êtes un numéro dans un circuit. Lorsque vous contactez les investisseurs en one-to-one, c'est une approche qui est totalement différente parce que déjà, on est connecté homme à homme. Il y a une dimension un peu plus humaine, quoi qu'on dise, qui s'installe. Quand on discute autour d'un café avec un investisseur, c'est pas la même chose que quand on est dans un process, un circuit où il y a plusieurs dossiers à étudier et qu'on est en dossier. Ça, c'est, il faut aussi le. Moi, ce que j'avais fait, enfin, j'avais fait des trucs fous, je peux le partager, j'ai pas honte de le dire. J'étais très jeune et je cherchais des fonds. J'ai pris le magazine Challenge. Je me suis dit, OK, je vais prendre les hommes les plus riches de ce pays. Je les ai tous contactés sur les réseaux un à un. Un seul m'a répondu. Mais c'était OK, j'avais pas besoin que tout le monde me réponde. J'avais juste besoin que quelqu'un me réponde. Sur toute la liste, il y en a un seul qui m'a répondu, qui a financé mon projet, et aujourd'hui, on est toujours amis. Fait même partie de mes meilleurs amis. Donc, pour vous dire que le culot aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il faut vraiment y aller au culot, contacter les gens. Et en fait, il a misé, et j'ai d'autres investisseurs aussi comme ça que j'ai contactés. Enfin, tous mes investissements, je les ai faits en one-to-one, que j'ai contacté sur les réseaux. Il y a même quelqu'un que j'avais interviewé et je lui avais dit, écoute, j'adore ce que tu fais. De toutes les personnes que j'ai interviewées, j'aimerais que ce soit toi qui me finances. Et il m'a financé. Et j'en ai eu deux, trois comme ça. J'ai même une autre anecdote qui est très rigolote. C'est l'avocat qui était en charge de constituer le dossier de financement, qui en lisant le projet s'est dit, ah mais c'est chouette, mais moi aussi j'ai envie d'investir. Donc voilà, tout ça pour dire que vraiment, allez-y au culot, n'hésitez pas à contacter les gens, ils ont l'habitude d'être sollicités, il faut le faire bien évidemment en toute politesse, et dès qu'on vous dit non, bah, vous respectez effectivement. Mais n'hésitez pas à contacter les gens, à montrer que vraiment vous avez envie.
que cette personne spécifiquement investisse dans votre projet, soit parce qu'elle a le réseau adéquat, soit parce qu'elle a l'expertise adéquate. Moi, je cherchais pas d'investisseurs passifs, je voulais des investisseurs actifs, des personnes qui vont vous porter, qui vont vous accompagner, qui vont... Donc, n'hésitez pas, voilà, à passer en one-to-one avec les investisseurs. Oui, c'est vrai que c'est important aussi de se faire accompagner, qu'on soit senior, junior ou autre, dans tous les cas, bien s'entourer, que ce soit d'un réseau, mais aussi expert comptable, avocat ou autre, c'est vraiment indispensable. Une remarque qu'il y a eu dans le chat, c'est que reprendre ou créer demande 2 ans. La franchise demande 4 à 6 mois pour démarrer, a priori. Je ne suis pas spécialiste du sujet, mais j'imagine que voilà, la personne parle en connaissance de cause. Donc c'est vrai que ça peut être un point qui peut jouer aussi dans la balance parce que peut-être qu'on n'a pas envie de passer 2 ans à faire son étude de marché, enfin voilà, ou attendre le passage de relais avec un cédant, les négos, etc. C'est vrai que ça peut être un levier intéressant pour ceux qui sont un peu plus pressés, entre guillemets, du coup. Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Effectivement, c'est pour ça que le contexte est différent et c'est pour ça qu'on fait du personnalisé. La création va être l'étape la plus longue parce qu'on part d'une page blanche. La reprise va être, oui, la reprise c'est très long aussi, hein, parce que pour reprendre, il y a tous les audits à faire, il faut l'entente, il faut les négociations, etc. Mais effectivement, après, vous gagnez 10 ans parce que effectivement le chiffre d'affaires est déjà là. Et effectivement, la franchise, c'est le bon compromis dans le sens où tout est déjà prêt, c'est un package, vous signez et vous démarrez, quoi. Effectivement. Oui. Je ne sais pas si vous avez des questions parmi le public. Là, on est comme on est en petit comité, on peut en profiter peut-être si certains veulent activer leur micro pour partager leurs questions ou leur expérience tout à l'heure. Je sais que dans le chat, il y avait, attends, j'ai plus le nom. Il y en avait certains qui avaient partagé un peu leur retour de leur vécu en fait. Je crois que c'était, alors c'est peut-être pas Eric, c'est peut-être Michel, je sais plus. Voilà, n'hésitez pas à en profiter. C'est pas tous les jours qu'on peut participer de vive voix, on va dire, dans un webinaire. Ou toujours, comme je vous disais, dans le chat. Vous pouvez même m'envoyer en privé des questions. Parce que je sais que certains peuvent aussi ne pas oser. Donc, bon, il faut Oui, c'est oser. vrai. Il faut oser. Peut-être vous avez des exemples, Linda, de personnes comment, qui ont utilisé les vieux schnock, en fait, comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui passe par ce système-là. Oui, alors en fait, donc les personnes, donc la porte d'entrée, c'est le 13h13. Ils se connectent tous les mardis au live du 13h13. On a même des seniors qui viennent tous les mardis au 13h13, tout simplement parce que ils en ont besoin. Ils ont besoin effectivement d'échanger avec les camarades, parce que c'est devenu leurs camarades, c'est une communauté. Ils sortent de l'isolement. Et même dans leur projet, ça permet de challenger à chaque fois les copains. Bah voilà, j'en suis là, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah j'ai besoin d'un expert comptable. L'autre qui va dire, ah bah moi j'en ai un. Je te donne le contact. On a même aidé une jeune fille qui était en un problème de harcèlement dans l'entreprise. Donc on a une personne qui, en toute bienveillance, l'a fait gracieusement, un ancien RH qui l'a accompagné, qui l'a aidé et qui aujourd'hui a retrouvé un emploi. Donc il y a vraiment toute une entraide qui se fait au sein de la communauté. On est même en train d'aider quelqu'un à refaire son CV et quelqu'un qui s'est porté volontaire. Donc c'est un écosystème bienveillant, solidaire et gratuit. Ensuite, comme je l'ai dit, ils reçoivent un lien pour un audit. Donc là, par exemple, on rentre dans le dur, on décortique le projet de la personne, on essaye de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas viable. Parfois, c'est dans le sens inverse. Le projet est viable, mais c'est les personnes qui portent des conditionnements, des idées limitantes et enfin, mon syndrome de l'imposteur, hein, on le retrouve aussi. Les personnes, voilà, donc on les accompagne, on les aide et on pose en fait une stratégie, une espèce de marronnier, soit sur 3 mois, soit sur 6 mois, soit sur un an, tout dépend du projet, encore une fois, de plein de choses. Et puis, voilà, go. Là, on est en train d'accompagner, par exemple, une femme qui est salariée, mais son rêve a toujours été de faire des conférences spectacles. Et donc, on a trouvé, nous, notre rôle, c'est vraiment d'aller trouver l'expertise, la pépite qui va pouvoir accompagner cette personne. Et on a réussi à trouver la pépite qui est une experte, effectivement, des conférences spectacles, ancienne cour Florent, qui a déjà fait plein de pièces à succès à Avignon, qui aujourd'hui fait de la prise de parole et de l'accompagnement pour les entrepreneurs. Donc, on apporte sur un plateau aux seniors la bonne expertise pour l'accompagner. On est chef d'orchestre. Et du coup, ils ont commencé l'accompagnement et elle va pouvoir sereinement, parce qu'elle l'a pris suffisamment tôt, préparer sa reconversion.
Un deuxième exemple, on a un responsable IT, il a 55 ans. Il me dit, écoute, moi je suis bien, je suis pas à la rue, contrairement à d'autres. J'ai un bon poste, j'ai 55 ans, mais il me dit, je m'ennuie, j'en ai marre, j'ai envie d'autre chose pour ma deuxième partie de vie. Et moi, j'adore écrire des pièces de théâtre. Il avait écrit trois, quatre pièces. Bah là, ce qu'on a fait, c'est que on a coupé la poire en deux. Euh, on n'a pas vivre aujourd'hui en tant que scénariste, c'est très compliqué. Donc, on va pas détruire le rêve, mais on va le ramener aussi à la réalité. On a coupé la poire en deux. On lui a dit, bah voilà ce qu'on va faire. On va t'aider finalement à te reconvertir en tant que consultant IT, puisque c'est ton domaine, c'est ta zone de confort à mi-temps, pour que tu puisses garder quand même une sécurité pour pouvoir vivre le temps de. Et tu vas pouvoir faire ce métier spécifiquement dans les métiers du spectacle, et comme ça, tu seras en connexion avec les boîtes de prod, etc., etc. Et de l'autre côté, on l'accompagne dans tout ce qui est concrétisation de ses projets artistiques, etc. Donc, on l'accompagne sur ces deux volets qui est que oui, on va t'aider à réaliser ton rêve, mais on a aussi la partie pragmatique, la réalité terrain aussi qu'il faut prendre en considération. Donc, on trouve le juste équilibre. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est vraiment du cas par cas. J'ai une question en privé qui était, est-ce que du coup les banques regardent l'âge comme un critère de risque au sens, j'imagine peut-être comme quand on fait un prêt immobilier, etc. Peut-être, j'imagine. Donc, est-ce que les banques regardent l'âge comme un critère de risque et pardon, comment lever ce frein et y a-t-il un pourcentage d'apport à avoir par rapport plus important par rapport Oui, à, oui, bah, à des profils plus juniors? oui. Alors, est-ce qu'ils regardent le critère de l'âge? Oui, parce qu'ils ont des outils de scoring, au même titre qu'un prêt immobilier, etc. D'ailleurs, c'est la machine aujourd'hui qui calcule, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous rentrez le sexe, l'âge, etc., ça, c'est effectivement des paramètres qui sont pris en compte. C'est normal parce qu'une banque, en fait, elle va calculer de façon très factuelle. Le prêt, c'est tant, les mensualités, c'est tant, il y a besoin de temps pour rembourser. L'investisseur, il fonctionne pas comme ça. Soit ça marche, je récupère ma mise, soit ça marche pas. Voilà. Donc là-dessus, bah forcément, si vous allez toquer à la porte d'une banque à 60 ans, 65 ans, vous n'allez pas avoir les mêmes avantages que si vous y allez à 40 ans, 45 ans, 55 ans. Il y a ça. La banque aussi prend d'autres facteurs qu'un investisseur ne va pas prendre. C'est tout ce qui est, on va vous demander des informations sur votre état de santé, selon si vous êtes fumeur ou non fumeur. Voilà, il y a tout un paramètre. Après, il y a des manières de contourner ça. J'espère qu'il n'y a pas de banquiers ici parce qu'ils vont me détester. Il y a des manières de contourner ça, c'est l'association. Et là, ça me permet aussi de parler de l'association et d'ouvrir ce volet. Ça tombe bien parce Si, qu'on avait justement une autre question sur bah, comment bien s'associer quand on est senior, comment trouver un associé. oui. Bah là, en fait, si par exemple vous êtes vraiment à un âge avancé et que clairement on vous dit de façon explicite que l'âge, ça va poser problème pour votre prêt bancaire, même si encore une fois, je déconseille de commencer par le prêt bancaire. Mais eh ben, en fait, vous pouvez vous associer à quelqu'un de beaucoup plus jeune. Admettons, vous êtes sur un projet où ça nécessite beaucoup de développement. Vous savez que vous allez avoir une grosse partie de dépenses liées, j'en sais rien, à tout ce qui est création, enfin, tunnel de vente, tout ce qui est informatique, IT ou peu importe. Bah, plutôt que de réserver un gros budget, en fait, finalement, à cette partie-là, vous pouvez négocier. Effectivement, il y a des plateformes spécialisées là-dessus. Proposer à une personne une forme d'association. Alors, association ne veut pas dire forcément un cofondateur, hein. Ça peut être quelqu'un à qui vous cédez 10, 5, 10% selon effectivement. Du coup, il est moins payé, il est plus impliqué et du coup, il est dans l'entreprise. Ce qui fait que, bah, en termes de scoring, la banque, elle prend plus uniquement votre profil, elle prend aussi le profil, entre guillemets, de l'associé, qui lui pèse dans le prêt bancaire, qui va aussi porter le prêt bancaire, au même titre qu'un conjoint finalement, hein. Donc, du coup, effectivement, ça peut jouer en votre faveur. Euh, Et l'autre question, c'était quoi? Je me souviens plus. J'ai plus le son. Vous avez coupé le Ah, micro. pardon. Hmm. Oui, non, c'était plus de comment trouver un associé, comment bien s'associer. Oui, oui, l'association, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que quand vous passez par les fonds d'investissement aujourd'hui, ils ont une nouvelle lubie.
je suis pas totalement d'accord avec ça, mais ça se défend. Eux préfèrent investir uniquement sur les projets où il y a un associé. Ils n'investissent plus sur les projets solo parce qu'ils considèrent que le risque est ventilé et que lorsque vous êtes un indépendant, la création d'entreprise est tellement compliquée émotionnellement parlant. Il faut être quand même, faut avoir un mindset béton, faut accepter de travailler 7 jours sur 7, pas compter ses heures, ne pas partir en vacances peut-être la première année, voire la deuxième. Voilà, c'est hyper compliqué, ça passe par des montagnes russes, voilà. Donc eux, ils considèrent que bah, faire porter ça à une seule personne, c'est risqué. Et c'est plus safe pour leur argent que de financer des projets où il y a 2, 3, 4 associés. Donc aujourd'hui, certains dossiers sont blacklistés juste parce qu'il y a il y a un seul fondateur. Ça, faut très clairement le savoir dans les fonds d'investissement, pas dans les investisseurs en one-to-one. Comment bien trouver son associé? Il y a énormément de plateformes qui existent aujourd'hui. Elles utilisent tous des outils différents, mais les outils de scoring, par exemple, j'ai besoin de telles compétences, donc je vais aller m'associer à telle personne sur telle compétence, etc. Moi, ce que je conseille, c'est deux choses. Un, ne jamais être dans le 50-50. Et ne me dites pas, c'est mon meilleur ami, on a grandi ensemble, Un c'est grand ma famille qui classique, oui. l'aide. Non, c'est même si vous êtes 49-51, mais qui est au moins un delta. Déjà parce que le jour où vous serez tous les deux en désaccord sur un sujet, il faut toujours qu'il y ait une personne qui tranche. Ou alors une tierce personne qui justement sera un investisseur et qui aura droit de veto en disant bah, vous ne vous mettez pas d'accord, moi je tranche, mais il faut que tout ça soit contractuel. Il faut vraiment éviter le 50-50, quel que soit le contexte, même en famille, quel que soit le contexte. Et établir un Deuxième, pacte d'associés, du coup. et voilà, j'allais y venir. Évidemment, le pacte d'associés. Sans ça, c'est même pas la peine. Un pacte d'associés, ça vous permet de border les choses, d'anticiper, de dissuader en cas de conflit. Et surtout, ça permet aussi des sorties apaisées. On n'est pas obligé de toujours s'entendre. Et c'est pas parce qu'on s'entend pas qu'on est obligé d'entrer en guerre. On peut parfaitement bien divorcer. Il y a des gens qui divorcent dans la joie, dans la paix. Ça se fait. Et ben en entreprise, c'est pareil. On peut parfaitement se séparer dès lors que le pacte associé a été très bien fait. Les rôles sont bien définis. Qui fait quoi? Qui met quoi? Contre quoi? Et si j'ai envie de sortir, par exemple, bah, si vous avez envie de sortir, proposez en priorité à l'associé de racheter les parts avant de proposer à quelqu'un d'autre. C'est ce genre de deal, par exemple. Donc, c'est hyper important de ne pas faire de 50-50, de faire un pacte d'associés, quel que soit le prix. Que les gens me disent, oui, ma pacte d'associés, ça coûte cher, je démarre ma boîte, etc. Non. C'est les fondations de votre structure. Oui, au-delà des statuts, il y a aussi ça à prendre en compte si on n'est pas tout seul à se lancer pour permettre à l'entreprise de continuer à vivre même s'il y a des désaccords, quoi. Parce que Et, c'est vrai que c'est des choses et qu'on peut voir, nous, au sein de l'association, des désaccords entre associés, c'est courant, en fait. des accords ou même décès, accidents. Oui, il On y ne a pense aussi ce pas à point-là, ça. oui. Évidemment, on n'y pense pas, mais qu'est-ce qui se passe si demain vous faites un AVC? Je le souhaite à personne, mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Quelle est la suite, par exemple, si votre associé a des enfants? Qu'est-ce que le conjoint de l'associé récupère? Qu'est-ce qu'il récupère pas? Qu'est-ce que les enfants récupèrent? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses finalement à réfléchir. Dans quelle mesure? Comment on fait? Voilà. J'avais une question un peu plus précise, je pense. Comment aborder la gouvernance quand on reprend une entreprise? Faut-il garder les équipes en place, restructurer ou transformer en profondeur? Alors, c'est vraiment très particulier, c'est pas forcément orienté que senior, je trouve. Oui, et c'est une question hyper intéressante. C'est une question hyper intéressante, hyper importante. C'est vrai que quand on reprend une entreprise, on reprend des hommes, des femmes, on reprend des valeurs qui sont peut-être pas les nôtres. Je sais que beaucoup de cédants mettent un pied d'honneur à trouver des repreneurs qui partagent les mêmes valeurs qu'eux. On a en avoir beaucoup interviewé, mais c'est pas toujours facile. Et on peut se retrouver dans des cas de figure où on reprend une entreprise, euh, mais qu'on ait le besoin. Moi, je trouve que si demain je devais prendre une entreprise très concrètement, j'aurais envie de positionner mes hommes avec un grand H à- au poste clé. Parce que quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir des personnes de confiance. Vous êtes au four et au moulin, vous êtes sur des dossiers importants. Vous ne pouvez pas être partout, c'est impossible.
Donc, si vous n'avez pas des personnes de confiance au poste clé, vous ne pouvez pas passer votre vie à avoir peur d'une trahison, euh, qu'on vous la mette à l'envers, qu'on soit pas aligné en phase. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est une charge mentale dont on peut se passer. Donc, est-ce qu'on peut garder les mêmes équipes? Est-ce qu'en termes de gouvernance, ça dépend. On peut arriver et constater que tout se passe bien et que les personnes, effectivement, partagent les mêmes valeurs et ça roule. Comme on peut venir et se rendre compte qu'il y a besoin de faire deux, trois ajustements. Ça ne veut pas dire licencier les gens. Deux, trois ajustements. Et je pense que plus tôt on le fait, et mieux c'est pour la pérennité de l'entreprise. C'est essentiel. Du coup, enfin, c'est vrai qu'il y a aussi quand on fait une reprise d'entreprise, il y a ce temps-là dont on parlait qui est un peu long de passation, de paperasse, Oui. entre guillemets aussi, etc. C'est peut-être quelque chose qui peut être abordé à ce moment-là aussi. On peut Oui, c'est souvent attendre. abordé. Voilà. Oui, oui, c'est souvent abordé. Enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a été confié lors des interviews, effectivement, c'est qu'effectivement, ils abordent beaucoup ce volet. L'histoire, pourquoi telle personne est arrivée dans l'entreprise. Quand c'est des entreprises à taille humaine, on connaît chaque salarié. Telle personne, ça fait 12 ans qu'elle est dans l'entreprise, j'y tiens beaucoup, elle est loyale. Telle personne, elle est jeune, je vais laisser sa chance, j'ai envie qu'elle puisse continuer à évoluer quand je serai plus là. Bien sûr qu'il y a des choses qui se disent en off, évidemment, c'est normal, on gère de l'humain. Mais après, encore une fois, il y a toujours des imprévus, il y a toujours, entre ce qu'on dit sur le papier et ce qu'on constate sur le terrain, il y a deux mondes. Donc forcément, des fois, ça nécessite des ajustements. Le tout, c'est de le faire, encore une fois, avec humanité, avec bienveillance, en discutant. Et parfois, ça vient des salariés eux-mêmes. Bon, bah voilà, je suis plus en phase, j'étais en phase avec l'ancien dirigeant, je suis plus en phase avec toi. Comment on peut discuter pour que je puisse partir sereinement? Voilà. C'est normal d'avoir ce type d'ajustement quand on reprend une entreprise. Ça peut pas être parfait, tout blanc, tout. C'est pas possible. Il faut juste l'appréhender, l'anticiper, pas paniquer et beaucoup être dans l'échange et la discussion. Dans les commentaires, donc on peut aussi monter un conseil stratégique avec des compétences complémentaires à la sienne. Donc, je trouve ça très intéressant pour ce dont on parlait il y a quelques instants. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vois que l'heure a bien avancé. Ouais, j'ai pas vu passer l'heure, Euh, dis donc. oui, bon, voilà. Du coup, vraiment merci à tous. Comme je vous disais, je vous ai mis dans le chat le LinkedIn des Vieux Schnocks, l'adresse des Vieux Schnocks. Je vous ai mis aussi le site lesaide.fr dont on parlait tout à l'heure. Il y a lesrebondisseurfrançais.fr. N'hésitez pas aussi Surtout, à rejoindre l'association pour échanger avec des pairs expérimentés, pas forcément seniors, mais expérimentés. Et certains ont vécu ce dont on parlait tout à l'heure, les désaccords entre associés, oui. mais aussi plein d'autres sujets, reprises ou autres. Vraiment, n'hésitez pas. Le prochain webinaire, donc Focus Rebond, aura lieu fin février. Donc, pareil, abonnez-vous à notre LinkedIn, les rebondisseurs français. Et le prochain café du rebond a lieu, si je ne dis pas de bêtises, celui-ci est réservé aux adhérents le 3 février. Voilà, le 3 février, le mardi. En tout cas, vraiment merci à tous. Donc, merci aux participants et merci beaucoup, Linda, pour ce partage d'expérience et toutes ces connaissances. Merci beaucoup, Anne. On communiquera toujours sur les actualités des rebondisseurs sur BioBoss. C'était un plaisir d'être avec vous. Et puis, j'espère avoir été utile. À bientôt. Merci, à bientôt.